Chers compatriotes, j'ai décidé finalement de rompre le silence après des mois et des mois qui sont passés et qui m'ont permis d'observer les comportements des uns et des autres depuis l'élection présidentielle d'août 2016. Si j'ai gardé le silence, c'est notamment parce que quand on a raison, je dis bien, quand on a raison, on ne parle pas beaucoup. C'est là un principe que mes parents, notamment ma maman, désormais décédée, que mes parents m'ont appris dès la tendre enfance, que quand vous avez raison, il ne faut pas parler, parce qu'il y a des règles de vie, des principes, qui font qu'on puisse entrevoir la vérité, même quand tout le monde se comporte comme des moutons, à croire à des fantasmes que les marchands d'illusions leur vendent. J'ai gardé le silence parce que je savais que j'avais raison. Si on vous dit que voilà un gouffre, si vous avancez par là, vous allez tomber dans ce gouffre et vous risquez d'y perdre votre vie. Quand vous défiez cette évidence qu'un gouffre veut dire une chute vertigineuse qui peut vous causer la vie, et vous décidez de ne pas écouter, eh bien, qu'est-ce que les hommes et les femmes de bonne conscience font? Ils vous laissent y aller, puisque vous insistez. Et voilà pourquoi on dit souvent que Mengara est arrogant. Mais ce n'est pas de l'arrogance. Quand on sait la vérité, pourquoi suivre ceux qui veulent vous entraîner dans des fantasmes qui n'ont aucun sens? Je dis bien aucun sens, dans la mesure où il y a des vérités qui s'imposent par elles-mêmes. Ce n'est donc pas la peine de perdre du temps à s'engager dans des causes que l'on s'est perdues d'avance. Surtout pour des gens comme moi, qui ont réfléchi à ces questions-là pendant près de 20 ans. Vous pensez que ces réflexions ne devraient servir à rien? Qu'il faut à chaque fois essayer de réinventer une roue? Que tout le monde pourtant sait, existe déjà. La théorie du changement au Gabon, elle est inviolable. Quand j'ai créé le mouvement Bongo doit partir en 1998, chers compatriotes, j'avais érigé en loi inviolable des principes fondamentaux qui déterminaient la manière dont le Gabon pouvait changer. J'ai dit d'abord que rien de bon ne peut se passer au Gabon tant qu'un Bongo est au pouvoir. Eh bien, cela fait maintenant 50 ans que la clique bongoïste est au pouvoir. Et rien de bon ne se passe toujours pas. Cette vérité, elle est inévitable, elle est inviolable, elle est inéluctable. On ne peut pas la défaire. J'avais également érigé comme principe de base que le Gabon ne changera pas par des élections. Ce n'est pas possible. Quand vous avez en place un système qui a été formaté pour empêcher toute alternance, toute possibilité d'alternance, vous comprenez très bien que, quoi que vous fassiez, dès lors que le système électoral est aux mains du système Bongo, que le système Bongo peut contrôler ces élections du début à la fin, et contrôler la proclamation même de ces résultats, il ne sert à rien de compter sur l'élection comme une finalité porteuse.
On aura échoué aux élections hier, on échouera demain. Parce que les mêmes causes mènent toujours aux mêmes effets. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc quand on a raison, on ne parle pas beaucoup. J'ai préféré me taire dans la cacophonie générale, l'euphorie générale qui s'est saisie malheureusement des Gabonais qui ont cru à des fantasmes et qui se sont avancés dans des théories électoralistes que nous savions pourtant perdues d'avance. Oui, j'ai raison, chers compatriotes, et je le proclame aujourd'hui. Je vais donc rompre le silence, non seulement pour reprendre justement le contact avec vous, mais également pour dénoncer le bal des vampires qui est actuellement en cours au Gabon, ce qu'on appelle le fameux dialogue inclusif. Je vais en parler. Je vais également répondre aux diverses questions qui m'ont été posées au cours de ces multiples mois de silence. Notamment la question sur pourquoi je ne me suis pas joint à Jean Ping. Je vais y répondre aussi à celle-là. Je vais également discuter des perspectives, notamment de comment orienter, ou plutôt réorienter, la lutte politique, maintenant que ceux qu'on appelle les pingouins ont échoué dans leurs fantasmes électoralistes. Il va falloir en parler également. Mais surtout, redéfinir les contours du combat politique tel qu'il doit désormais guider les Gabonais. Et c'est dans le cadre de ces perspectives que je discuterai avec vous l'interview très importante du professeur Albert Ondossa. Une interview qui était passée, je crois, qui est parue dans le journal La Loupe du 9 décembre 2016. Cette interview, à mon avis, est le point de départ de tout ce qui peut constituer une ébauche de solution à la crise politique gabonaise. J'y reviendrai donc dans le dernier segment de cette conversation avec le peuple gabonais. Mais avant que de rentrer dans les détails, je voudrais d'abord féliciter le peuple gabonais. Je dis bien le peuple gabonais, je ne dis pas Jean Ping, je dis le peuple gabonais. Parce que vous savez, notre peuple, que des gens parfois comprennent mal, croient passif, laxiste, il n'a jamais manqué à l'appel. C'est un peuple fondamentalement révolutionnaire. Il faut le dire. Il nous l'a démontré dès les années 89-90, notamment après la grève des étudiants que j'avais d'abord à l'époque initiée, celle-là qui a, j'allais dire, libéralisé le contexte politique gabonais, parce que s'il n'y avait pas eu les grèves d'étudiants de janvier 1990 que j'avais déclenché par un tract que j'avais posté un peu partout sur le campus et qui a forcé la mutuelle de l'époque avec le président Boussamba à convoquer l'Assemblée générale que je réclamais dans ce tract-là pour discuter des questions torrides de l'époque qui tétanisaient la vie universitaire. Il n'y aurait pas eu l'Assemblée générale qui avait voté la fameuse grève, qui a finalement mis la pression sur Omar Bongo et inspiré la nation, les syndicats, pour réclamer la fameuse conférence nationale que nous avons eue. J'ai presque envie de dire que j'ai vaincu déjà les Bongo une fois. Par cet acte, ce tract qui a tout déclenché. Et je crois que maintenant que la lutte va être organisée, nous les vaincrons ensemble, ces Bongo. Nous les vaincrons. Aucune dictature n'est éternelle. Les Bongo finiront forcément. Mais c'est une lutte qu'il ne faut pas improviser. Il faut l'organiser avec l'attitude révolutionnaire, les principes révolutionnaires et les impératifs qui nous imposent de comprendre que le changement ne viendra pas au Gabon de lui-même. Il faudra le forcer.
Donc ce peuple gabonais, moi, je le sais depuis 90, depuis la grève des étudiants, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais manqué à l'appel. Donc pour les gens qui disent le peuple gabonais est passif, je dis ce sont des bêtises. Le peuple gabonais n'est pas passif. Il a toujours été présent. Quand on a osé lui faire appel. Seulement, il se trouve que les leaders politiques gabonais n'ont jamais véritablement fait appel à ce peuple. Et quand je dis faire appel, ce n'est pas dans des discours vagues où on dit au peuple, oh, prenez vos responsabilités. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle d'un leadership qui prendrait sur soi d'embrasser radicalement la lutte insurrectionnelle et de lancer des mots d'ordre clairs, sans ambiguïté, qui vont soulever ce peuple et en faire l'instrument de sa propre libération. Il n'y a jamais eu de véritable appel, mais je sais que le peuple gabonais a toujours été un peuple foncièrement radical qui a vomi les bongos depuis que les bongos existent, mais qui n'a jamais trouvé en ses leaders le canal idoine pour s'avancer vers sa libération finale. Et donc, il faut le féliciter, ce peuple. Je ne félicite pas Jean Ping parce que, bon, vous savez, dans ce que j'ai érigé comme principe depuis 1998, j'ai toujours dit que, bon, même si vous mettez un chien face aux bongos, les bongos perdent une élection au Gabon. Donc, gagner contre les bongos n'est pas en soi un exploit. N'importe qui que l'on mettrait en face des bongos, dans le cadre d'une élection transparente, gagnera. Et voilà pourquoi j'avais dit que aucun bongo, je dis bien aucun bongo, n'a jamais gagné d'élection transparente au Gabon. Aucun bongo ne peut gagner d'élection transparente au Gabon. Le jour où vous avez une élection transparente, c'est-à-dire libre, parce que non contrôlée par le système bongo, les bongos perdent. Les Gabonais ont toujours vomi les bongos. Ils les ont vomis en 1993. Ils les ont vomis en 1998. Ils les ont vomis en 2005. Ils les ont vomis en 2009. Et ils les ont vomis en 2016. Le peuple gabonais a toujours été logique, cohérent dans sa démarche. Donc, que l'on dise que Ping a gagné l'élection n'est pas un exploit. Et en fait, j'allais même dire que Jean Ping est probablement l'opposant le moins compétent, enfin plutôt le plus incompétent de l'histoire politique de notre pays, parce qu'il a eu un concours de circonstances qu'aucun autre opposant n'a eu. C'est-à-dire que son élection, ou plutôt cette élection, s'est passée dans un contexte où la technologie était présente, que les autres n'avaient pas, pour démontrer ouvertement la fraude. Mais cette démonstration de fraude n'est pas le fait de Jean Ping, c'est le fait du temps, de ce moment dans l'histoire du monde, où les nouvelles technologies, la téléphonie mobile, les réseaux sociaux permettent de rendre visibles des choses que les gens supposaient avant. Donc nous savons aujourd'hui que la fraude a toujours été présente. Cette fois, on l'a vu grâce aux réseaux sociaux. Ce n'est pas le fait de Jean Ping, c'est le fait du contexte hautement technologique dans lequel nous vivons. Donc, si vous voulez, au moment où justement, nous avons eu dans ce processus des moments qui ont démontré aux yeux du monde qu'Ali Bongo a perdu l'élection, un peu comme son papa les a perdus en 93, un peu comme son papa les a perdus en 98, un peu comme son papa les a perdus en 2005, et un peu comme Ali Bongo les a perdus en 2009. Dès lors que nous avons eu toutes ces choses devant nos yeux, ratées, la chute des Bongo dans ce moment-là est une preuve d'incompétence inouïe. J'y reviendrai tout à l'heure.
Cela m'amène donc à cette idée de dialogue inclusif. Vous savez, je demeure étonné de voir qu'il y ait encore des Gabonais aujourd'hui qui donnent crédit au processus politique initié par le régime en place. Vous savez, la question du dialogue inclusif, elle n'est pas nouvelle. Mais encore une fois, on voit une caste de Gabonais s'engager dans une voie encore perdue d'avance. La question du dialogue inclusif, on en a déjà eu. Le plus important que notre pays a connu était la conférence nationale de 1990. Or, vous savez tous que même dans ce moment où il y a eu un minimum de convergence à tous les niveaux sur le plan national, même dans ce contexte où nous avons quand même abouti à une constitution qui garantissait minimalistement la possibilité d'une alternance politique chez nous, dans notre pays, les Bongos ont quand même trouvé le temps de défaire les acquis de la conférence nationale, à telle enseigne que dès 2005, ils avaient totalement défait ces acquis et ont ramené notre constitution à quelque chose qui garantissait à Omar Bongo la présidence à vie, à quelque chose qui garantissait à Omar Bongo des mandats illimités et donc à une situation qui nous ramenait pratiquement à un contexte de parti unique de fait, dans la mesure où on ne voyait pas comment l'opposition pouvait gagner des élections que le régime ne pouvait plus perdre, dans la mesure où le contexte lui permettait d'organiser la fraude qui priverait l'opposition de ses victoires. Donc, ce dialogue inclusif des Bongos, sincèrement, c'est encore une de ces choses-là que certains Gabonais ne comprennent pas. Moi, j'ai envie de dire qu'en fait, on n'a pas besoin de dialogue. Ali Bongo peut réformer le Gabon tout seul, s'il le voulait vraiment. Parce que là, il s'agit de juger de la sincérité d'un individu. Est-ce qu'Ali Bongo est sincère, oui ou non? Moi, je dis, Ali Bongo peut réformer le Gabon tout seul. Il n'a pas besoin de faux semblants, de faux dialogues, dans la mesure où, là, on invite les Gabonais plutôt à un monologue politique qui garantit simplement que, voilà, on veut rétablir la crédibilité, la légitimité d'Ali Bongo par des faux semblants qui feront que, voilà, on ignorera que, on oubliera qu'il a fraudé pour être au pouvoir en 2009 et qu'il a encore fraudé pour être au pouvoir en 2016. Cette manière de piéger les gens dans des dialogues qui finalement n'aboutiront qu'à un partage de gâteau est pour moi insensé. Et ceux qui se prêtent à ce jeu-là devraient comprendre que les Gabonais n'oublieront pas demain. Ceux qui se seront alliés à la duplicité, ceux qui se seront fait complices de la meurtrissure de notre pays, on n'oubliera pas. Les Gabonais n'oublieront pas. Ali Bongo peut réformer tout seul. Mais il faut le comprendre. En 1968, Omar Bongo, son père, n'a pas eu besoin de conférence nationale ou de dialogue inclusif pour imposer le parti unique. Cela s'est fait dans les sous-sols de la présidence. Et on a imposé du jour au lendemain comme ça aux Gabonais que vous ne pouviez plus parler librement, que vous ne pouviez plus rien dire contre le régime. Il n'a pas consulté le peuple. Il a simplement imposé une réforme dictatoriale par laquelle il a interdit aux Gabonais de critiquer son régime, de vouloir le changement, établissant ainsi une dictature qui a duré 42 ans sous son règne. Et aujourd'hui 50 ans avec la continuité assurée d'abord à son fils, qui aujourd'hui n'est que la conséquence de ce que Omar Bongo a mis en place. C'est la continuité de ce régime.
En 2010-2011, Ali Bongo, par des manipulations de la Constitution, a modifié les éléments qui auraient pu encore permettre certaines libertés aux Gabonais. Il a restreint en fait les libertés en 2010-2011. Est-ce qu'il a consulté le peuple? Il l'a fait tout seul. Moi, je dis que quelqu'un qui est bien intentionné n'a pas besoin qu'on le presse pour accomplir ce qui est bien. Ali Bongo sait ce que les Gabonais veulent. Et quand il vous invite à un faux dialogue inclusif, où il ne vous a pas dit d'avance ce que vous alliez discuter, vous allez en fait jouer sur le terrain d'Ali Bongo. Les vrais dialogues s'annoncent à l'avance, se préparent à l'avance, on donne des thématiques à l'avance aux gens pour que les gens sachent exactement ce qu'ils vont discuter. Or, là où on vous invite comme ça dans ce fourre-tout, sans queue ni tête, vous savez forcément que c'est un contexte piégé. Les Gabonais, avec un cerveau bien placé dans le crâne, ne participeraient jamais, jamais à une telle mascarade. Évidemment, Ali Bongo sait qu'il y a toujours une catégorie de Gabonais qui se laisseront prendre à ce jeu, qui vont aller jouer le jeu parce que eux poursuivent les postes politiques et veulent manger. Ils veulent simplement se mettre à la place des autres, c'est-à-dire manger comme tout le monde. Ceux-là n'ont aucun esprit patriotique. Ceux-là ont simplement leur propre intérêt à défendre. Ce ne sont pas des Gabonais dignes. Parce qu'un Gabonais digne ne prête pas le flanc à la criminalité. Un Gabonais digne ne se laisse pas manipuler par des faux semblants. Et surtout, un Gabonais digne ne discute pas avec un dictateur. Ça, c'est important. Ali Bongo sait ce que les Gabonais attendent. Ils savent que les Gabonais attendent une révision de la Constitution qui va rétablir le mandat de 5 ans, qui va limiter les mandats à 2 au maximum, qui va réformer la Cour constitutionnelle pour la rendre véritablement indépendante, qui va réformer la CENAP pour la rendre véritablement indépendante, qui va réduire les pouvoirs monarchiques du président de la République, de manière à établir dans notre pays un système de contre-pouvoir où le président n'est pas tout puissant, où le président ne décide pas de tout. Un système où l'impunité généralisée n'existerait plus parce que la justice aurait la capacité d'arrêter un président de la République qui aurait détourné même 10 francs CFA. Ces principes de justice, d'équité, de droit, sont des principes simples à établir. Ali Bongo peut les mettre en place en 24 heures. Je dis bien en 24 heures, sans consultation, s'il était sincère. Mais il n'est pas sincère. Aucun Bongo n'a jamais été sincère. Et voilà pourquoi je continue de dire, rien de bon ne peut se passer au Gabon tant qu'un Bongo est au pouvoir. Et personnellement, je ne peux reconnaître un régime qui n'a jamais été construit sur des principes de droit, sur la transparence, sur les fondamentaux qui veulent que le Gabonais soit capable de choisir librement ses dirigeants. Ces réalités n'ont jamais existé dans notre pays et pour moi, aucun Bongo n'a jamais été légitime. Omar Bongo est venu au pouvoir par l'aide des Français dans des manigances qui ont été faites à Paris pour l'imposer aux Gabonais. Il n'a donc jamais été légitime. Ali Bongo n'est venu au pouvoir que parce qu'il a utilisé les mécanismes que son papa avait mis en place pour permettre cette continuité bongoïste au Gabon. Et depuis qu'il est au pouvoir, il a même resserré certains faits pour se garantir, comme son père l'a fait pendant 42 ans, des victoires frauduleuses. Il est donc impossible pour des hommes et des femmes de bonne volonté, les démocrates, les gens qui veulent le bien de leur pays, de s'allier à un dictateur. Ce n'est pas possible.
Et ça m'amène à dire que il existe dans toutes les luttes politiques un principe sacro-saint par lequel on se défait des dictatures. Le premier principe est qu'on ne discute pas avec une dictature, on l'isole. Il n'y a que dans l'isolement que les dictatures s'écroulent. Quand vous prêtez le flanc à discuter avec une dictature, vous lui donnez malheureusement la légitimité dont il a besoin. Vous le rétablissez dans on va dire, une sorte de mirage de légitimité qui prolonge malheureusement sa durée de vie. Et c'est donc une erreur fondamentale que certains sont en train de commettre en participant à cette mascarade que j'appelle le bal des vampires bongoïstes. C'est véritablement un drame pour notre pays. Un autre principe pour se défaire des dictatures est que on ne discute avec une dictature que quand on est en position de force. Je suis au regret malheureusement de vous dire, surtout à nos amis pingouins, que sortez de ces fantasmes où vous vous dites que Ali Bongo est en position de faiblesse. Non, c'est l'opposition qui est en position de faiblesse. La position électoraliste ne pouvait garantir aucune alternance au Gabon. C'était une fausse théorie. Ce n'est pas par les élections qu'on défait une dictature. Et quand vous faites voler cette victoire, on va dire, et que le régime, près d'un an plus tard, est toujours en place, il faut reconnaître que vous avez échoué et que vous n'êtes pas en position de force. Les fantasmes sur les carnets d'adresses et la communauté internationale, il faut abandonner ça. L'opposition a perdu les leviers qui auraient pu faire que ce régime chute. Et le fait de l'accompagner dans un dialogue inclusif qui n'a aucun sens est, à mon avis, un suicide politique. Malheureusement, les électoralistes ont donné le pouvoir à Ali Bongo. Ça, c'est la seule conclusion à laquelle il faut arriver aujourd'hui. Ceux qui ont décidé d'aller à cette élection, que nous savions perdu d'avance, ont simplement donné le pouvoir à Ali Bongo, ont accepté de donner le pouvoir à Ali Bongo. C'est évident. Dès lors qu'on leur a dit avant l'élection que toute participation à une élection perdue d'avance aurait pour conséquence de simplement prolonger le pouvoir des Bongo au Gabon, ils n'ont pas voulu écouter et la conséquence, c'est celle-là. Il ne faut donc pas s'étonner. Malheureusement, vous allez discuter avec quelqu'un qui possède l'armée, qui possède les mécanismes administratifs, qui contrôle le débat politique. Vous jouez sur son terrain. Et ça, ce n'est pas cohérent. Et à ceux qui, depuis la diaspora jusqu'au Gabon, se contorsionnent dans des théories, des raisonnements bizarres pour justifier leur participation. Comme quoi, il faut y aller parce que, voilà, on peut forcer Ali Bongo à accepter la réforme. Mais j'ai envie de vous dire que si Ali Bongo voulait vous manipuler, oui, il pourrait vous donner la limitation des mandats. Après ce dialogue, il pourrait vous donner le mandat de 5 ans. Après ce dialogue, il pourrait même vous ramener à la constitution que nous avions entérinée nationalement en 1991, la constitution qui a émané de la conférence nationale. Il pourrait vous la redonner. Mais quand un système contrôle l'exécutif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, donc la Cour constitutionnelle et toutes les cours du pays qui ne sont pas indépendantes,
une assemblée nationale de béni oui-oui, pédégiste, à 100% pratiquement pédégiste. Quand un régime contrôle tous ces mécanismes d'État, qu'est-ce qui empêche qu'après l'accord, on défasse radicalement tout ce qui aura résulté de l'accord? Et pourtant, vous l'avez vu, l'histoire du Gabon est pleine de ces accords-là. La conférence nationale elle-même était un accord national. Mais les Bongo ont défait tout cela très rapidement pour nous ramener à une constitution qui leur garantissait la présidence à vie. Ali Bongo lui-même a déjà annoncé les couleurs, puisque je vous le dis, en 2010-2011, il a modifié la constitution dans un sens qui en fait bloquait un peu plus la possibilité, compromettait un peu plus la possibilité pour les Gabonais de décider démocratiquement de leur avenir. Et donc ces accords-là, qui sont construits sur des socles, j'allais dire, instables, ne sont pas de nature à garantir la renaissance de notre pays. Les accords de Paris nous l'ont démontré. Ils n'ont servi qu'à aller faire des arrangements de front électoral qui ont fait que voilà, les opposants aient trouvé là un moyen de remplir leurs poches plutôt que de rechercher véritablement le changement pour notre pays. Les accords d'Arambo, vous vous en souvenez, ça aboutit à quoi? Donc ces dialogues, j'allais dire, n'ont jamais servi à démocratiser notre pays. Et vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils se sont toujours déroulés dans un contexte où le régime était en position de force, mon Dieu. Vous ne discutez pas avec quelqu'un quand il est en position de force. Le fait pour le régime de discuter avec vous ne veut pas dire qu'il est affaibli, parce que vous voyez, il y a ces fantasmes qui traversent notre société à chaque fois. Parce qu'il y a des vieux pédégistes qui sortent du régime, on dit voilà, ça affaiblit le régime. Mais non, ça n'affaiblit pas le régime. À chaque fois qu'un pédégiste de poids sort du PDG, sort du régime, il renforce en réalité ce régime parce que Ali Bongo le remplace aussitôt. Il y a toujours quelqu'un qui attend dans l'ombre pour occuper ce poste-là. Et vous avez vu que ceux qui sont sortis, après le jour de leur démission, bon, ça fait un tapage médiatique, mais après, il n'y a rien. Il n'y a rien. Moi, j'ai toujours dit que pour quelqu'un qui est du PDG, qui voudrait montrer qu'il a du courage, il ne démontre pas ce courage en sortant du PDG. Il démontre ce courage en rendant la vie difficile à Ali Bongo de l'intérieur. Et je pense qu'avant l'élection, j'ai même avancé cette idée pour dire à ceux qui veulent sortir qu'en fait, vous n'avez pas besoin de sortir. Organisez-vous plutôt à l'intérieur du PDG pour créer une faction qui pourrait mettre en minorité Ali Bongo. Comme ça, vous pouviez, par exemple, l'empêcher d'être candidat du PDG. S'il est vrai que vous aviez à l'intérieur des alliances et des gens qui pouvaient organiser cette faction, démocratiquement, j'allais dire, puisqu'on vous permet peut-être quand même à l'intérieur du PDG la possibilité d'émettre vos opinions. Donc si vous êtes majoritaire à dire qu'Ali Bongo ne peut pas être le candidat du PDG, ben c'est de l'intérieur qu'il fallait, en fait, éliminer Ali Bongo. Vous n'avez pas eu le courage de le faire. Et puis vous dites, oh, je démissionne de l'Assemblée, voilà. Mais ça ne sert strictement à rien à ce combat. Vous allez encombrer les rangs de l'opposition pour rien. En fait, vous tétanisez l'opposition en venant l'encombrer avec des absences de conviction qui n'aident personne. Quelqu'un qui a participé 25 ans durant à consolider le bongoïsme au Gabon ne peut pas tout d'un coup prétendre comme ça, être capable de défaire ce même régime, dans la mesure où il nous a déjà été démontré que quand vous sortez du régime, vous le renforcez. Ça, c'est la vérité. Quand vous l'embêtez de l'intérieur, avec des dissensions internes, vous l'affaiblissez. Mais quand vous en sortez, vous lui permettez simplement de se débarrasser d'un élément gênant et de le remplacer par quelqu'un d'autre. Ça fait un soubresaut, quelques soubresauts pendant une semaine ou deux, mais après, les choses continuent. Le régime se renouvelle comme cela.
Et en fait, on voit Ali Bongo systématiquement renouveler le régime en se débarrassant de la vieille garde qui avait été mise en place par son papa. Et quand ça devient le régime d'Ali Bongo, il le maîtrise exactement comme son père le faisait à l'époque. Ali Bongo n'est pas en position de faiblesse. Tous ceux qui sont sortis du régime Bongo là, ils vous mentent en vous disant que ouais, ils affaiblissent Ali Bongo. Mais non, ils ont, en sortant du PDG, dans les conditions que vous savez, ils ont contribué à renforcer le pouvoir d'Ali Bongo. C'est de l'intérieur qu'il fallait l'affaiblir. Une fois que vous êtes sorti et que vous êtes dans l'opposition, vous ne pesez plus rien du tout. Vous ne valez plus rien du tout. Et la démonstration en a été faite. Puisque certains nous ont fait croire que ces anciens PDG qui sont sortis, qui étaient des piliers, pouvaient empêcher la fraude électorale. Ben, ils ont échoué. Même notre fameux frère Mbobam, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, qui se disait maîtriser le système, ben, il a été vaincu par son propre système. Voilà pourquoi on parle de système. Le système Bongo est d'abord un système. Il ne dépend pas d'une seule personne. Tous ces gens-là qui veulent manger, vous croyez que vous allez leur arracher le pain aussi facilement? Ceux qui veulent continuer à manger, mais ils vont protéger leur système. Et ça, il faut le comprendre, chers amis. Ali Bongo n'est pas en position de faiblesse. Et aller discuter avec lui aujourd'hui sur un terrain qui est en fait le sien ne peut vous garantir que des grincements de dents dans quelques semaines. Ce dialogue inclusif, à mon avis, n'aurait jamais dû se tenir. Les Gabonais auraient dû même l'empêcher, soit physiquement, soit en n'y participant pas, pour, encore une fois, isoler le régime. Il n'y a que les régimes qu'on isole, avec lesquels on ne discute pas, qui s'affaiblissent. Et quand on discute, c'est comme si, finalement, on sciait la branche sur laquelle on est assis. C'est un suicide politique. Et à ceux, donc, des Gabonais, y compris d'anciens amis, qui se sont convaincus qu'il fallait participer à ce dialogue, j'ai envie de dire qu'il est totalement incohérent de participer au dialogue d'Ali Bongo sous prétexte qu'on n'aime pas Ping. Moi, je vous l'avoue, je ne me suis jamais rallié à Jean Ping. Et je ne peux pas me rallier à Jean Ping. Je reviendrai sur ce sujet tout à l'heure. Sur pourquoi Jean Ping et moi ne sommes pas faits pour travailler ensemble. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Mais il est totalement incohérent de dire que parce qu'on n'aime pas Jean Ping, il faut automatiquement s'allier à Ali Bongo. C'est incohérent. Quand on est un vrai opposant, animé de vraies convictions, on peut certainement faire le choix de n'être ni avec Jean Ping, quelles que soient les raisons de cette position, et aussi de n'être pas avec Ali Bongo. Donc, ni avec Ping, ni avec Ali Bongo. Parce qu'il y a toujours une troisième voie, une troisième possibilité. Il n'est pas dit qu'il est forcément obligatoire d'être avec ces deux-là. Si on les pense négatifs pour notre pays, il faut recréer une voie ou maintenir ses convictions de manière à continuer le combat tel qu'on se l'est tracé le jour où on a positionné son engagement. Il n'y a aucune cohérence à dire que parce que je n'aime pas Jean Ping, je vais automatiquement m'allier à Ali Bongo ou participer au dialogue d'Ali Bongo comme pour punir Jean Ping. Mais ce n'est pas Jean Ping que vous punissez, c'est vous-même que vous punissez. C'est incohérent, ça n'a pas de sens. Quelqu'un avec le cerveau bien placé dans le crâne ne raisonne pas comme cela. Et voilà pourquoi, vous me voyez, je ne suis ni avec Jean Ping, ni avec Ali Bongo, parce que je sais qu'il y a toujours une troisième possibilité. C'est-à-dire la position la plus réaliste. Celle qui maintient les convictions dans leur juste contexte. Un contexte qui dit que tout ce qui est bongoïste, je dis bien tout ce qui est bongoïste,
est inacceptable pour un opposant radical qui vise vraiment la libération de notre pays. Et voilà pourquoi il est essentiel dès aujourd'hui de se défaire de ces fausses théories qui ont circulé avant, pendant et après les élections. Hein? On a vu avant les élections des compatriotes, hein, bon, chez lesquels on croyait le cerveau bien placé, inventer des théories bidons sur la nécessité de travailler avec des anciens PDGistes pour libérer le Gabon. Mais vous voyez que cette théorie a finalement été invalidée. Les anciens PDGistes, il faut le savoir quand même, ont ce qu'on appelle un trait de personnalité qui confirme l'adage selon lequel qui se ressemble s'assemble. Avant de rentrer dans le système Bongo, ils savaient que ce système était criminel, mais ils ont quand même choisi d'y rentrer. Moi, j'estime que si vous savez que voilà un système criminel et vous y entrez, c'est que vous-même, fondamentalement, vous avez un esprit criminel. Parce que les gens, avec la moralité bien placée, les gens qui ressentent la douleur de leur pays, les gens qui ont vécu la douleur de leur pays, ne peuvent pas s'allier à ce régime, ne peuvent pas y entrer. Ce n'est pas possible. Il y a une antinomie totale entre les convictions citoyennes de quelqu'un qui ressent la souffrance du peuple et quelqu'un qui décide de rentrer dans ce régime, quelle qu'en soit la raison. Parce que dès que vous entrez, vous vous faites automatiquement le complice de la meurtrissure de notre pays. Et ceux qui ont été dans ce régime pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans, sont aussi responsables qu'Ali Bongo, qu'Omar Bongo, de ce qui se passe au Gabon aujourd'hui. Si Ali Bongo est au pouvoir aujourd'hui, c'est parce que ce sont eux qui l'y ont mis. Il ne faut pas oublier ces paramètres-là. Quelqu'un qui a fait sa fortune sous les Bongo, quelqu'un qui a vécu sous les jupes d'Omar Bongo toute sa vie, adulte ou professionnel, vous pensez qu'il ressent le Gabon comme vous, des Mapanes qui souffrez? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc cette fausse théorie que ouais, il n'y a que les anciens PDGistes qui peuvent libérer le Gabon. Il faut s'en défaire. Ce sont de fausses théories. Il faut aussi se défaire des théories que j'appelle les théories fourre-tout. Ces idées que ouais, les rassemblements, l'unité est une condition obligatoire. Mais non, les unités fourre-tout, comme vous le voyez, mènent toujours à l'immobilisme de l'opposition. La question de l'unité n'est pas une question toujours par laquelle il faut dire tout le monde doit être ensemble. Quand vous mélangez les anciens PDGistes qui ont encore leurs intérêts dans le système Bongo, dont les fortunes dépendent encore du système Bongo, dont, j'allais dire, les associations en termes d'investissement dans des compagnies au Gabon et à l'étranger, qui partagent encore ces éléments d'investissement économique. Et vous attendez d'eux qu'ils dépassent le régime dont ils dépendent. Mais j'ai envie de dire, non. Il y a des incohérences qu'on doit être capable de voir par nous-mêmes, chers compatriotes. Les Bongo, ce n'est pas que Ali Bongo. Les Bongo, c'est aussi tous ces gens qui ont des ramifications que vous ne voyez pas et dont les intérêts économiques dépendent du même régime qu'ils disent combattre. Avec quelle sincérité vont-ils véritablement le combattre? Ces gens-là vont toujours s'arrêter au seuil de l'insurrection, parce qu'ils savent que l'insurrection voudrait dire que leurs propres intérêts sont mis en danger. Ce n'est pas parce qu'ils se disent aujourd'hui opposés au régime Bongo, encore faut-il le démontrer réellement. Parce qu'il y en a qui sablent le champagne la nuit, alors que dans la journée, ils vous disent, ils sont opposants. Moi, je vous le dis. Il faut faire attention. Alors quand on a vécu autant d'années à tuer le peuple gabonais avec les Bongos, et puis on dit un jour on est maintenant opposant, non, il y a des moments où parfois ces choses-là devraient pouvoir quand même nous dire, écoutez, est-ce que ces gens sont vraiment sincères? On devrait être prudent avec cela. Donc la théorie sur les anciens PDGistes étant les seuls à pouvoir libérer le pays, non. La fameuse théorie aussi que c'est forcément ceux qui ont de l'argent qui peuvent libérer le pays, bon, peut-être que c'est vrai, mais comme vous venez de le voir, cela fait
pratiquement 2 élections. Et 2 élections au travers desquelles on a finalement vu que même l'argent ne suffit pas. Hein, Mbobam avait de l'argent. Ce n'est pas pour autant qu'il a vaincu Ali Bongo. Et Jean Ping, il me semble, on dit qu'il avait de l'argent, puisqu'on me dit qu'il a distribué à ses courtisans et un féodé, là, des doubles cabines par-ci, des trucs par-là. Tout cet argent, encore une fois, n'a servi à rien, puisque finalement, Ali Bongo est toujours là. C'est vous dire que l'argent est certes nécessaire, mais beaucoup plus que l'argent, il y a ce qu'on appelle les convictions politiques. Parce que les convictions politiques, pour quelqu'un qui ressent fortement son pays, sont des choses qui mobilisent, motivent à aller jusqu'au bout d'une certaine logique. Et si on sait d'avance qu'on ne pourra chasser un dictateur du pouvoir que parce qu'on aura utilisé des méthodes insurrectionnelles, eh bien, ça nous demande simplement d'aller au bout d'une certaine logique. Mais ces anciens PDGistes-là, sont-ils véritablement capables d'aller au bout de cette logique? Moi, j'ai l'impression que dans les fourre-tout unitaristes qu'on vous a présentés, ça a toujours été la recette de l'immobilisme, parce que quand il faut voter l'insurrection, je suis sûr que beaucoup d'entre eux bloquent la possibilité d'aller vers l'insurrection parce que, voilà, oh, ils vous donneront de fausses raisons, hein, du style, oh, le Gabon, on n'est pas nombreux, on ne peut pas risquer ceci, on ne peut pas risquer cela, discutons encore. Mais tout cela, je vous le dis, a certainement pour objectif de simplement protéger les intérêts bongoïstes au Gabon. Ça veut donc dire qu'il faut en fait pour cela qu'Ali Bongo reste au pouvoir pour que leurs intérêts communs soient protégés. Cela veut donc dire que quand Ali Bongo veut bloquer l'opposition nationale, il suffit justement que cette opposition se construise sur ce fourre-tout. Il faut justement que cette opposition se construise sur ce fourre-tout unitariste qui est en fait une illusion. Parce qu'Ali Bongo sait qu'en fin de compte, à la fin, cette opposition n'ira jamais nulle part parce que les contraires vont commencer à s'opposer à l'intérieur et elle ne pourra jamais décider d'une action insurrectionnelle à même de défaire ce régime. Et voilà pourquoi vous voyez que parfois cette opposition, elle s'active à organiser justement au sein de l'opposition la pensée unique. On vous dira que voilà, il ne faut pas critiquer l'opposition. Mais c'est une position dangereuse. Parce que quand on critique, ce n'est pas parce qu'on veut du mal à qui que ce soit. Les gens qui ne supportent pas la critique, sincèrement, ne peuvent pas prétendre à la démocratie. La critique a l'avantage de montrer les points faibles, les faiblesses, pour que les gens s'organisent. Avant l'élection, par exemple, j'avais énoncé des principes qui disaient que, vous savez, vous allez à une élection où l'autre maîtrise tous les leviers. Est-ce que vous avez pensé à cela d'une manière qui pourrait vous permettre de consolider la capacité de prendre le pouvoir après l'élection? Mais quand vous vous dites certaines de ces choses, les gens disent, oh, vous affaiblissez l'opposition. Mais non, on vous donne la recette de la victoire. Mais parce que vous taisez la contradiction, vous n'aidez pas du tout l'opposition à pouvoir gagner. Moi, j'estime que sans débat interne, l'opposition devient un outil de musellement de la pensée citoyenne. Et cela ne peut profiter qu'au Bongo. Car la pensée unique mène à l'immobilisme. Il faut le dire. Une opposition qui ne discute pas à l'intérieur, qui ne se critique pas, qui se comporte comme si elle était un parti unique de l'opposition, c'est une opposition morte qui n'ira nulle part. Il faut donc laisser à chaque tendance la capacité de dire ce qu'elle pense, de donner son opinion, parce que d'une pensée critique viendra peut-être la solution aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. D'une pensée critique peut venir le déclic qui permettrait à notre pays de se libérer du diktat des Bongo Ondimba.
Et donc, ce sont là des leçons qu'il faut tirer justement de la manière dont nous fonctionnons au Gabon. Alors, cela me ramène simplement à l'idée que ceux qui pensent que le principe de la DTE, ce qu'on a appelé la destitution, transition, élection, que ce principe est mort, n'ont jamais rien compris. Aujourd'hui, nous sommes revenus à l'obligation de penser DTE.